Donc vous voyez que le sujet de la conférence, c'est l'histoire des motus. Vous savez que les motus, disons sur les atolls, surtout moins sur les îles hautes, constituent des structures clés puisque en fait c'est sur les motus que les gens vivent. Et la colonisation des îles des Tuamotu a été permise justement à une certaine époque, à partir du moment où ces motus étaient hors d'eau. Le problème de ces motus, c'est qu'en fait, leur altitude ne dépasse pas quelques mètres. Or, actuellement, avec le changement climatique et en particulier avec les projections du GIEC concernant l'amplitude de la remontée du niveau de la mer d'ici la fin du siècle, ainsi que l'augmentation de l'intensité des cyclones, risque de poser problème à terme. Donc en 2017, Bernard Salva m'a recontacté, ça faisait bientôt 30 ans que je n'avais pas retravaillé sur la Polynésie, et il m'a sensibilisé, si vous voulez, donc à l'avenir des motus. Or, pour comprendre l'avenir, pour se projeter sur un avenir, il faut quand même connaître la façon dont ces motus se sont formés, et surtout à quelle époque ils se sont formés. Donc c'est cette histoire que je vais essayer de vous raconter. Ah, ça ne marche pas. Appuie sur l'ordinateur. Je vais appuyer sur l'ordinateur peut-être, oui. Voilà, alors voici, j'ai choisi comme exemple, évidemment, donc, le motu qui est près de chez nous. Donc voici donc, les motus que l'on trouve donc, dans le nord-nord-ouest de Moorea. Donc tout d'abord, quelle est la morphologie, quels sont les termes consacrés pour définir donc, ces structures que l'on trouve à la partie sommitale des récifs coralliens. Alors vous avez ici donc, une image présentant donc, l'atoll de Fakarava. Donc la morphologie est relativement simple, vous la connaissez, décidément. Bon écoutez, je vais m'en passer. Je vais prendre la baguette, c'est plus simple. Faisons ça donc à l'ancienne. On va faire ça à l'ancienne. Hein. Alors évidemment, vous avez ici donc le platier récifal. Ensuite, vous avez une sorte de dalle, vous voyez, qui en fait recouvre bien sûr l'ensemble du platier qui s'étend donc largement en arrière au contact du lagon. Cette dalle que vous voyez affleurer dans la partie donc antérieure en avant de l'îlot, c'est ce qu'on appelle une plateforme conglomératique. En effet, lorsqu'on regarde sa composition, on voit qu'il s'agit de blocs coralliens mélangés donc à une matrice sableuse et qui a été secondairement cimentée. Sur cette plateforme conglomératique, vous avez donc l'îlot sableux, généralement recouvert de végétation, donc qui fait ensuite le passage vers le lagon. Donc en gros, si vous voulez, on a trois éléments. On a donc le platier, parce que le platier, évidemment, il passe sous le conglomérat, la plateforme conglomératique et, disons, l'îlot sédimentaire végétalisé. Voilà donc les trois éléments. Or, dans la construction de ce système, si vous voulez, il faut essayer de comprendre comment les conglomérats se sont mis en place dans un premier temps, et ensuite, évidemment, dans un deuxième temps, essayer de savoir comment la partie donc sableuse, en principe non consolidée, a pu se mettre en place sur ce conglomérat. Donc nous allons essayer d'aborder donc ces deux épisodes de construction. Alors, la morphologie des plateformes conglomératiques, voici ici donc un exemple pris donc à Takapoto. Vous avez tout simplement, donc c'est une couche sédimentaire, un banc. Ici, vous voyez, ce banc fait à peu près 1 mètre d'épaisseur. Il a été daté à l'uranium-thorium, donc je vais revenir sur ces problèmes de datation, à peu près 1500 ans. Ces couches, en fait, peuvent être donc solitaires, si j'ose dire. Vous avez des bancs uniques, mais vous pouvez avoir des bancs, comme ici à Fakarava, à côté lagon, qui sont constitués de plusieurs couches. Ici, vous avez en fait 2 couches superposées. Si on se déplace dans d'autres atolls, ici donc à Moorea,
on trouve évidemment des structures un peu plus complexes, parfois constituées de 3 couches. Donc vous voyez en fait la structure donc, interne de ces bancs varie selon donc, un atoll, donc à l'autre, ou même au sein d'un même atoll, vous pouvez avoir donc, des couches uniques ou des bancs multicouches. Voici ici, par exemple, sur l'atoll de Fakarava, donc au milieu du lagon, vous voyez, vous avez une structure donc, de conglomérat qui est assez complexe. Alors, ici, je ne sais pas si vous l'avez donc reconnu, c'est Bernard Salva en train de casser donc ici. Alors, je vous montre cette diapositive car, si vous voulez, ce type de dépôt, c'est le départ, c'est la genèse donc d'une plateforme conglomératique. Vous voyez, ce sont des blocs coralliens qui ont été arrachés au front du récif et essentiellement au niveau de la pente externe. Et ces surfaces très erratiques, très chaotiques, vont être ensuite comblées par des dépôts sableux et à terme, donc avec le concours, disons, des vagues et des courants, vous allez avoir une planification, un aplatissement donc, du système pour arriver donc, à une couche de surface quasi horizontale. Ah, j'ai mis en place des plateformes conglomératiques. Comment dater un conglomérat? Les conglomérats sont formés de débris arrachés à la pente externe. Un débris, par essence, est susceptible d'être repris, remanié, redéplacé, etc. Donc, en fait, lorsqu'on date un débris corallien au niveau d'un conglomérat, on ne date pas, évidemment, la mise en place du conglomérat, on date la mort, évidemment, du corail. Ce corail ayant pu être repris et remanié pendant une période de temps de quelques dizaines d'années, voire de plusieurs siècles. Donc, les dates que l'on peut obtenir, ce sont des dates approchées. Donc c'est en multipliant le nombre de datations que l'on peut avoir une idée assez générale de l'âge de mise en place de la plateforme, mais sans avoir évidemment un âge totalement absolu. Ça ne peut être qu'un âge relatif. Alors voici donc un exemple pris donc à Fakarava. Vous voyez, donc nous avons ici le lagon, le front du récif est en bas de la diapositive. Et un échantillonnage a été donc réalisé tout le long donc, de la plateforme conglomératique. Alors vous avez les âges. Vous voyez par exemple, lorsqu'on est près du front, on a un âge autour de 1200 ans. Et les âges ont tendance évidemment donc, à grandir au fur et à mesure que l'on se rapproche du lagon. Là, vous voyez, vous avez un âge un peu aberrant, 335 ans. Par rapport donc à cette succession d'âges, eh bien c'est un élément, si vous voulez, qui a été repris et qui a été donc recimenté relativement précocement dans le conglomérat. Alors vous voyez qu'il y a quand même une logique, à savoir que l'accrétion de la plaque conglomératique va débuter donc au voisinage du lagon, ce qui est logique, et au cours du temps, évidemment, elle va accréter régulièrement donc en direction de l'océan. Donc ces conglomérats ont commencé à se former, bien entendu, à l'époque où le platier était totalement découvert et totalement dépourvu de débris. Eh bien, évidemment, les cyclones ont amené des débris qui ont commencé à s'accumuler. Certains sont passés dans le lagon, bien entendu. Certains sont restés sur place. Et évidemment, les débris qui sont restés sur place ont constitué ensuite un obstacle pour l'arrivée des blocs ultérieurement. C'est pour ça que vous avez évidemment une accrétion qui va se faire dans le sens du lagon vers l'océan ouvert. Alors, pour vous montrer donc un exemple, si vous voulez, de décalage dans le temps, vous avez ici 2 couches superposées. Vous voyez que les 2 datations de la couche supérieure donnent des âges autour de 3600 ans, alors que la couche inférieure donne un âge autour de 5400 ans. Vous voyez, en gros, vous avez 2000 ans de décalage entre la mise en place de la couche inférieure et la mise en place de la couche supérieure. Alors, cette différence d'âge, évidemment, elle peut varier selon les sites. Parfois, c'est que de l'ordre de quelques siècles. Là, mais dans ce cas particulier, vous voyez qu'en fait, il y a une grande différence d'âge, donc, dans la mise en place de ces 2 couches. Alors ici, sur ce schéma, sont reportés donc l'ensemble des datations qui ont été réalisées sur ces conglomérats. On a travaillé, vous voyez, à Takapoto, à Takaroa,
et à Fakarava, donc 50 datations à l'uranium-thorium. Vous avez ici donc la position des échantillons sur le récif par rapport à leur âge. Et vous voyez effectivement, il y a bien une tendance, même si ce n'est qu'une tendance, donc d'avoir un âge croissant lorsqu'on se déplace du front du récif donc vers la zone d'arrière-récif. Alors ce n'est pas toujours évident, vous voyez, ce qui montre bien donc qu'il y a une possibilité de remaniement de ces débris, même après cimentation. Alors voilà le schéma qui à mon avis est le plus intéressant concernant donc la mise en place, l'âge de mise en place des plateformes conglomératiques. Vous avez en haut un premier schéma, si vous voulez, donc, qui repose sur les datations que nous avons réalisées à Takapoto, Takaroa et Fakarava. Et qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que les âges indiquent que la mise en place s'est faite entre 4000 ans et autour de 1000 ans avant l'ère actuelle. C'est un premier résultat. Après, on a essayé de jouer avec des datations qui avaient été réalisées au cours des années antérieures, en particulier dans les années 80. J'avais déjà travaillé sur les conglomérats. C'était des datations au radiocarbone qu'on a pu recalibrer, si vous voulez. Et vous voyez, par exemple, sur 9 îles des Tuamotu, eh bien, vous voyez, on trouve en fait des résultats, donc un histogramme qui traduit absolument donc, le même résultat qu'on a obtenu. Alors évidemment, les fréquences ne sont pas tout à fait les mêmes, mais vous constatez que les événements de mise en place se sont donc déroulés en gros entre 4000 ans et à peu près 1000 ans. On change d'échelle, vous voyez là on a considéré des îles de la Polynésie, c'est-à-dire des îles de la société, des conglomérats des îles de la société, des îles Gambier, et vous voyez qu'on trouve toujours, si vous voulez, ces mêmes tendances, à savoir une mise en place préférentielle entre 4000 ans et 1000 ans. Et si on fait une synthèse à l'échelle de l'ensemble des datations, 145 échantillons datés sur 25 îles prises dans l'ensemble de la Polynésie, vous voyez que les conglomérats, systématiquement, montrent qu'ils se sont mis en place entre 4000 ans et 1000 ans. Donc ce schéma de mise en place, vous voyez, peut être généralisé à l'ensemble de la Polynésie française. Il n'est pas valable que pour les Tuamotu, il est valable pour les îles Gambier, pour la société, voire évidemment pour les îles australes. Nous passons maintenant à la partie sableuse, c'est-à-dire donc au corps sableux végétalisé sur lequel qui repose sur les conglomérats. Alors pour cela, pour pouvoir dater évidemment ces formations au-dessus des conglomérats font des épaisseurs d'1,50 m à 4 mètres, eh bien il faut accéder évidemment à l'intérieur. Donc il faut un moyen d'accès pour faire ce qu'on appelle des coupes géologiques. Alors, évidemment, Bernard Salva, qui est à l'origine de ce travail, il a trouvé un moyen trivial, mais extrêmement efficace, c'est la pelleteuse. Avec la pelleteuse, on descend jusqu'au papa, jusqu'au conglomérat qui est à la base du dépôt sableux. Voilà, vous voyez très bien. Alors, vous voyez que d'ailleurs, certaines parties sont déjà indurées. Donc, vous voyez, le papa se situe ici, quelque part par là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va échantillonner, on va faire une coupe géologique classique. On va prélever des échantillons depuis la base vers le sommet de la coupe. Alors, voici un exemple, réalisé à Takapoto. Donc, nous avons le conglomérat, le papa qui est ici, et puis vous avez évidemment une série de couches empilées dont la composition, la granulométrie, évidemment, n'est pas la même, puisque chacun de ces niveaux va traduire un événement hydrodynamique plus ou moins intense. Alors voici la reconstitution de la coupe. Vous voyez, ça fait à peu près 4 mètres. On a fait dans ce cas précis, pour avoir une idée plus précise de l'âge de mise en place, on a fait des datations. Alors quand vous regardez l'âge, vous voyez par exemple, si je prends le papa, vous voyez qu'on a 3 datations sur le papa de base, donc entre 1300 et 1000 ans. Donc vous voyez, on a des valeurs à peu près équivalentes, avec un décalage d'à peu près 300 ans. Lorsqu'on monte dans des séries, eh bien, on a des âges
ici vous voyez 1100, presque ici, presque 3000 ans. Hein, vous voyez? Donc ça veut dire on a des débris sur le même niveau qui se sont mis qui ont été produits à 2000 ans d'intervalle. Vous voyez? Donc, etc. Donc voilà, on a ici des valeurs, mais quand même, quand vous regardez ces résultats, vous voyez quand même qu'il y a une cohérence, si vous voulez, dans l'âge des dépôts, puisque vous voyez, à la base, si on prend, allez, comme moyenne, ici, par exemple, 1500 ans, eh bien, ici, on n'a plus que 1000 ans, entre 1000 ans et 500 ans, et là, vous voyez, on tourne autour de 500 ans. Donc, il y a bien quand même une logique, une cohérence dans l'âge, c'est-à-dire que l'âge, évidemment, décroît de la base vers le sommet de la coupe. Alors, prenons l'exemple de Takapoto concernant donc l'âge de mise en place et les modalités de mise en place de ces formations. Nous avons travaillé donc dans la partie sud de l'île, ici sur la partie donc sud-est et sur la partie donc sud-ouest. Vous retrouvez ces coupes ici. Donc voilà, au niveau de la coupe sud-ouest, on a fait 4 excavations de façon à avoir donc un profil longitudinal le long de la couronne, et au niveau de la côte sud-est, on n'a fait que 3 excavations. Alors, quels sont donc les résultats? Voilà, vous avez ici donc une coupe au niveau de la coupe est. Donc, vous voyez donc les excavations qui sont matérialisées donc par ces colonnes verticales. On a fait évidemment un certain nombre de datations le long de ces coupes, et le résultat, c'est qu'en fait, on constate que la mise en place s'est faite, vous voyez, autour de 2500 ans. Le conglomérat a été colonisé par les apports sableux autour de 2500 ans. Et vous voyez qu'on est parti de ce qu'on appelle un dépôt-centre, un centre à partir duquel, ensuite, donc, le dépôt sableux donc, a progradé, soit en direction de l'océan, soit donc à rétrograder en direction du lagon. Et vous voyez que la partie correspondant donc à la ride frontale face océan, eh bien, est très récente, vous voyez, donc elle a moins de 600 ans. Donc le corps même, vous voyez, s'est mis en place il y a 2500 ans et a continué à croître donc au cours des dernières 2500 années. Si l'on passe maintenant sur la côte dite protégée, sur la côte ouest, eh bien, on a fait évidemment donc, les mêmes prélèvements, les mêmes datations. Donc, le résultat que ces datations ont donné, vous voyez, on trouve un même schéma. Vous voyez, donc la mise en place s'est faite là peut-être un peu plus tardivement, autour de 2300 ans, mais les modalités donc d'accrétion sont les mêmes, puisque vous avez ici donc les isochrones, 2000 ans, 1500 ans, 1000 ans. Vous voyez qu'il y a eu à la fois accrétion donc en direction de l'océan et accrétion en direction du lagon. Et la partie frontale du système, vous voyez, s'est mise en place il y a à peu près 500 ans. Donc que ça soit sous la côte au vent ou sous la côte sous le vent, on arrive donc au même système, aux mêmes conditions de mise en place. Alors voici un schéma en plan qui vous montre donc, bien entendu, donc, ce qu'on appelle les dépôts-centres, puisque c'est à partir probablement de petits îlots qu'ensuite il y a eu progradation latérale et extension et à terme donc fusion donc de l'ensemble de ces îlots. Mais vous constatez que en fait la partie frontale, si vous voulez, s'est mise en place plus tardivement. Après donc la mise en place de la partie centrale du dispositif, le système a progradé à partir de 1000 ans donc en direction de la mer ouverte. Donc vous voyez, ce sont des formations qui sont extrêmement jeunes. Vous savez très bien que la colonisation des atolls s'est faite autour du, si je ne dis pas de bêtises, autour du 15e, 14e, 16e siècle. C'est à peu près ça. Vous voyez, ça correspond tout à fait à ça, c'est-à-dire avant, les îlots, les motus n'étaient pas formés et effectivement, il n'était pas possible de s'y installer. Alors voici une histoire donc reconstituée. On part donc de 8000 ans en arrière. Il y a 8000 ans en arrière, le niveau de la mer était à peu près à moins 25 mètres par rapport à sa position actuelle. Donc il est remonté très vite, en l'espace de 8000 ans, donc il est passé de moins 25 à la position actuelle. Donc la partie sommitale donc, de
de l'atoll de Takapoto, c'est-à-dire que le récif récent n'était pas encore installé, puisque le niveau de la mer il était plus bas que l'actuel, eh bien la partie sommitale par rapport à la position future du niveau de la mer était entre moins 9 et moins 10 mètres par rapport à sa position actuelle. Alors évidemment, le récif actuel a commencé à s'installer et corrélativement donc, à la croissance verticale de l'édifice, évidemment, des apports coralliens en provenance de la pente externe se sont déposés. Donc le récif donc, actuel, sous le platier actuel, vous allez avoir évidemment des constructions coralliennes qui sont mélangées avec des débris arrachés au front. Et puis on arrive évidemment à la position donc, actuelle où nous avons donc bien entendu mis en place donc, du conglomérat de base sur lequel évidemment va se mettre en place donc, la partie sableuse qui à terme sera végétalisée. Alors, voici ici la courbe de variation du niveau de la mer en Polynésie française au cours des derniers 6000 ans. Vous voyez, le niveau de la mer atteint sa position actuelle il y a à peu près 6000 ans. Il est monté, bon, peu importe, il a fait des petits arrêts, il est revenu en arrière, mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a à peu près, disons, entre 3 et 4 000 ans, il était à peu près 80 cm à peu près au-dessus de la position actuelle. Et puis le niveau de la mer a continué à descendre en faisant des stationnements pour atteindre sa position actuelle, si vous voulez, au cours des derniers siècles. Ce qui veut dire, vous voyez, à une période entre 5000 ans et 2000 ans, eh bien, le platier était submergé, donc il était impossible, bien sûr, de s'y installer. Alors, ce qui est intéressant, lorsqu'on regarde donc, les datations aussi bien donc, des conglomérats que de la partie sableuse des îles, c'est qu'en fait, il y a apparemment une évolution concomitante entre les deux systèmes. Vous voyez qu'on a vu que donc, les îles, la partie sableuse des îles s'est mise en place à Takapoto il y a à peu près 2500 ans. Bon, les conglomérats, évidemment, ont commencé à se mettre en place plus tôt, à partir de 4000 ans, mais vous voyez qu'au cours du temps, en fonction des âges obtenus sur les conglomérats, on voit que les conglomérats ont continué à accréter alors que la partie sableuse se mettait en place. Donc, en fait, il y a eu, disons, une évolution parallèle entre le développement des conglomérats, qui progressaient depuis le lagon en direction de l'océan, et la mise en place donc, des parties sableuses qui elles-mêmes progressaient, mais à partir d'un point central qui a ensuite accrété vers l'extérieur et vers l'intérieur. Ce qui est étonnant, vous voyez, c'est cette concomitance de la mise en place de ces deux structures. La seule différence, c'est que le conglomérat, lui, s'est cimenté. Pourquoi? Parce qu'il se situait essentiellement, disons, dans la zone intertidale, alors que la partie plus émergée, plus haute, donc des fonds sableux, eux, ne se sont pas consolidés. Donc la consolidation est liée au fait que l'essentiel de la mise en place des conglomérats s'est fait en fait sous l'eau. Alors là, je vous aborde un problème, il reste 10 minutes, bon, je suis à peu près dans les temps, l'exemple d'une île soulevée, Rangiroa. Nous allons voir que l'histoire n'est pas tout à fait la même que celle que je viens de vous décrire à Takapoto. L'histoire de Takapoto est valable pour les îles dites subsidantes, c'est-à-dire des îles qui s'enfoncent, à savoir que l'histoire est liée, bien entendu, à la position qu'avait le récif ancien par rapport à la remontée du niveau de la mer. Nous allons voir que dans le cas des îles soulevées, le problème est un peu différent. Alors voici donc le schéma. Bon, vous savez qu'en Polynésie, il y a des îles qu'on appelle des îles à féo. Les féos, ce sont des résidus de roches calcaires anciennes qui datent, pour Kaukura, Makatea, Rangiroa, Tikao et Mataiva, qui datent de ce qu'on appelle le Miocène, c'est-à-dire leur âge est de l'ordre de 20 à 15 millions d'années. Vous voyez, ce sont de vieilles formations qui affleurent. Bon, il en existe aussi à Niaou et à Naha, je n'en parle pas parce que ce sont des formations qui n'ont pas le même âge, l'histoire est totalement différente. Donc, pour vous montrer un schéma de ce type d'atoll, voilà donc un schéma normal d'un atoll. Vous savez qu'un atoll, c'est une structure qui, par essence, est appelée à s'enfoncer au cours du temps. Donc, les formations d'âge miocène ou plus récentes, vous voyez, sont à une certaine profondeur sous le récif actuel. En revanche, sur un atoll qui a été soulevé, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, donc, les féos donc, débordent
donc affleurent à la surface, ils sont proches de la surface ou émergent carrément. Or, la présence de ces FeO, évidemment, eh bien, va jouer un rôle particulier. Ce sont des structures qui peuvent jouer le rôle d'obstacle face à une remontée rapide du niveau de la mer ou, évidemment, à un événement cyclonique majeur. Alors, ce problème, c'est que en fait, ces FeO ne sont pas partout. Quand on voit donc Arangiroa, vous avez donc les FeO se situent dans la partie sud de l'île. Ici, Arangiroa, donc, qui culmine à peu près à 3 mètres d'altitude. On a travaillé dans le nord de Rangiroa, et quand vous voyez, donc les FeO, ils sont ici, là, que les FeO sont dans cette zone-là. En revanche, dans le nord, eh bien, les FeO ne s'arrivent pas donc à la surface. La question que l'on peut se poser, y a-t-il des FeO quand même qui sont situés sous la surface des motus actuels? Eh bien, grâce à des études dites de résistivité, des études géophysiques, on a pu montrer que dans le nord, évidemment, les FeO étaient bien présents, mais ils n'affleuraient pas. Ils étaient situés donc à une altitude, à une profondeur plutôt de quelques mètres ou quelques dizaines de mètres sous la surface actuelle. Donc vous avez ici donc, le contact entre le bâti donc, ancien, les FeO, et évidemment donc, les remplissages ultérieurs. Tout ce qui est en jaune ici correspond donc au remplissage qui correspond donc aux derniers 6-7 000 ans. Alors vous avez ici donc l'interprétation donc, géologique du profil géophysique qui est au-dessus. Alors l'intérêt, si vous voulez, c'est que au-delà donc, de ces relevés géophysiques qui montrent donc quelle est la disposition, la profondeur à laquelle se trouvent actuellement donc, les FeO, c'est de faire comme on a fait donc, à Takapoto, c'est-à-dire dans une cavité. Ici, il s'agit de regards de puits donc, qui sont un regard direct sur la partie interne donc, des motus. On a échantillonné et on a obtenu un certain nombre de datations. Vous voyez des âges 11 000 ans, 6 000 ans, 3 000 ans, 8 000 ans, etc. Donc, lorsqu'on regarde ces âges et que l'on compare avec ceux qu'on a obtenus donc, au niveau de Takapoto, on a été surpris. Parce que regardez, à Takapoto, on a fait 79 datations à l'uranium-thorium. À part cet échantillon un peu particulier, tous les échantillons sont dans un intervalle chronologique, vous voyez, inférieur à 2500 ans. Alors qu'au niveau de Rangui, les échantillons datés, vous voyez, sont très anciens, puisqu'on en a, donc vous voyez, on a 11 000 ans, 8 000 ans, 6 000 ans, etc. Donc la question qu'on s'est posée, comment se fait-il qu'il y ait cette énorme différence d'âge entre les débris coralliens qui constituent le motu dans le nord de Rangiroa, comparé aux résultats qu'on a obtenus sur Takapoto? Eh bien là, si vous voulez, c'est l'histoire géologique des deux atolls qui permet d'expliquer cette différence. Alors voici donc schématisé l'histoire géologique. Donc vous voyez qu'il y a 8000 ans, donc pratiquement, alors que la profondeur d'eau était à environ donc 9-10 mètres sur Takapoto, là, ça c'est la hauteur. Donc on n'était que sous quelques mètres d'eau, c'est-à-dire que le bâti fossile, si vous voulez, était quasiment à fleur d'eau. Donc, à ce moment-là, le remplissage au cours des derniers 6000 ans par la construction corallienne a été plus précoce qu'à Takapoto. Donc, à Takapoto, vous voyez, on était encore sous l'eau, on était 5 ou 6 mètres sous l'eau il y a 6000 ans à Takapoto. Alors qu'ici, évidemment, à Rangiroa, déjà, on est au contact du plan d'eau. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que, en fait, les débris qui ont été amenés de façon plus précoce. Donc, on a des débris plus anciens qui se sont accumulés au-dessus donc, du platier de Rangiroa, comparativement à ce qu'on a observé à Takapoto. Et donc, vous voyez, ici, vous avez eu donc, de façon plus précoce mise en place du niveau conglomératique et du motu à Rangiroa qu'à Takapoto. Et c'est cette différence donc, morphologique liée à l'histoire géologique qui fait que, en fait, donc, nous avons sur ces îles dites soulevées probablement une mise en place plus précoce des motus. Pour faire simple, disons que la mise en place des motus à Rangiroa s'est faite entre 10 000 ans et 8 000 ans,
alors que sur Takapoto, elle s'est faite entre 2500 ans et l'actuel. Vous voyez donc la différence d'histoire entre les deux systèmes. Alors, voici ici, donc, je reprends donc un petit peu comme le schéma avec les dépôts-centres. Vous voyez, pour Takapoto, on avait un dépôt-centre, une partie centrale qui était autour de 2000-2500 ans. Ici, nous sommes autour de 6000. Alors, si on met ça en relation avec les variations du niveau de la mer, on peut dire qu'à Rangiroa, donc la mise en place des motus, vous voyez, s'est fait au cours de la phase ascendante du niveau de la mer, alors que sur Takapoto, la mise en place des motus s'est fait au cours de la phase descendante du niveau de la mer. Le problème, c'est que l'exemple de Rangiroa est trop ponctuel pour pouvoir, si vous voulez, tirer des conclusions définitives. Donc, nous avons demandé cette année une ANR qui s'appelle SAMVA. Vous voyez, donc le terme est tout à fait intéressant, si vous voulez, donc qui s'appelle Structure, accrétion, mode et vulnérabilité des atolls. Sont impliqués évidemment dans cette demande le CEREG, le BRGM, le CRIOB et un laboratoire de géographie physique de La Rochelle. C'est-à-dire on va essayer de revenir sur Tikao, de revenir sur Rangiroa, de multiplier donc les prélèvements et de voir si effectivement, d'une façon systématique, la mise en place des motus sur les îles Aféo a été plus précoce que sur les îles dites sans féo, c'est-à-dire sur les îles subsidantes. Donc je terminerai mon propos sur quel avenir pour les motus. Alors évidemment, vous savez très bien que tout cela est longuement discuté, les résultats du GIEC conduisent à des controverses. Alors évidemment, est-ce qu'il y aura pérennisation, maintien évidemment de ces structures? Est-ce qu'il y aura réduction de la surface de ces structures ou bien tout simplement, à terme, destruction de ces structures? Alors la question se pose, les spécialistes ne sont pas d'accord. Voilà une courbe qui a été publiée donc, en 2017 par un Canadien. Il s'agit donc de la remontée du niveau de la mer, une simulation bien entendu, à Rangiroa. Qu'est-ce que vous constatez? Eh bien, vous constatez que d'ici la fin du siècle, eh bien, c'est-à-dire sur les 80 ans qui restent, le niveau de la mer va monter d'environ 80 cm donc à 1 mètre, bien entendu, ce qui fait donc une vitesse de remontée moyenne du niveau de la mer de 10 mm par an. Or, la vitesse moyenne d'accrétion verticale d'un récif au niveau du front, vous voyez, n'excède pas 5 mm. C'est-à-dire qu'à terme, eh bien, donc, probablement, il n'y aura pas compensation donc, de l'approfondissement par la croissance corallienne et une fenêtre dite de haute énergie risque de s'ouvrir, c'est-à-dire que le front du récif ne fera plus barrière et les houles déferleront directement donc, au niveau du conglomérat et du motu. Alors ça évidemment, donc il y a, vous voyez, voilà, donc un papier donc récent, 2018, perte évidemment de la capacité corallienne donc à compenser donc la future remontée du niveau de la mer. Donc là évidemment c'est le scénario pessimiste. Voilà un autre papier, vous voyez, donc, à savoir les atolls ne seront plus habitables donc, à la fin du siècle, voilà. Donc toujours dans le même ordre d'idées. Bon, j'ai co-signé un papier avec des collègues donc, allemands et australiens et américains, si vous voulez. Donc la perspective pour les îles basses à terme, donc évidemment réchauffement climatique et à terme donc on passe à des milieux marécageux, c'est-à-dire à terme donc on va avoir les pieds dans l'eau sur les atolls. Alors évidemment ces indications sont pas très optimistes. Heureusement que certaines personnes, eux, ont, d'après leurs résultats, un certain optimisme, puisque vous voyez que la future croissance des récifs est capable de compenser les impacts physiques donc, de la remontée du niveau de la mer sur les atolls. Ce qui veut dire, en fait, on n'en sait strictement rien, on ne sait pas ce qui va se passer, on n'en sait strictement rien. Hein, c'est selon l'atoll, selon l'île, selon l'humeur du moment, parce que je vous signale que les mêmes auteurs ont publié des papiers totalement contradictoires. Hein. Donc, en fait, ces fonctions, évidemment, des projections concernant les émissions de CO2,
hein, et évidemment avec toutes les conséquences. Donc on en saura mieux dans 50 ans. Bon, je ne serai plus là pour en parler. Merci.